Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette finale régionale. On en est à la finale régionale. Il y en aura d'autres pour les vainqueurs ce soir, de finale, demi-finale, puis finale nationale, puis finale internationale de ma thèse en 180 secondes. C'est la première année, alors le concours existe déjà depuis 10 ans en France, mais c'est la première année que l'Institut Polytechnique propose sa finale régionale. C'est donc une grande première que vous allez assister ce soir. Ce concours est porté par le CNRS et France Université. Et donc pour commencer, je vous demande d'accueillir Benoît Forêt, délégué régional CNRS Île-de-France, Gif-sur-Yvette. Au centre, Benoît. Plutôt que sur la petite table, vous pouvez vous mettre là où les candidats officieront, si ça vous va. Et je vous donne un micro quand même. Ouais. Quand même, merci beaucoup. Donc bon, c'est toujours impressionnant d'être sur scène et pour accueillir ma thèse en 180 secondes parce que les candidats, vous allez voir, ont beaucoup de choses à dire en si peu de temps et j'ai des fois l'impression, moi, de m'exprimer avec beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Mais donc voilà, en tout cas, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président de l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour Mesdames et Messieurs les membres du jury du concours Ma thèse en 180 secondes. Bonjour aux candidates et candidats. Bonsoir à tous. Bon, moi, je me permets une anti-sèche, contrairement aux candidats qui vont arriver. Donc, je suis ravi de pouvoir m'exprimer au nom du CNRS à l'occasion de cette cérémonie qui nous tiennent à cœur particulièrement. Daniel vient de le dire, le CNRS co-organise depuis 10 ans maintenant avec France Université ce type d'événement. Alors pourquoi nous sommes particulièrement contents, au nom du CNRS, d'être ici? La première, c'est que oui, la diffusion des savoirs est l'une des premières missions, un axe prioritaire du CNRS. Et c'est pour cette raison que le CNRS a souhaité dès le départ se lancer dans l'aventure et de reprendre le label, j'allais dire, le processus Ma thèse en 180 secondes. Et donc c'est un événement qui chaque année ponctue l'année académique et devient un concours national de vulgarisation. Et ça vise à donner un éclairage particulier sur les relations entre les sciences et la société, et représente un vecteur important, excellent, pour transmettre la science au plus grand nombre. Et aujourd'hui, il faut le dire, expliquer la méthode scientifique, tout autant que les résultats, c'est aujourd'hui un enjeu majeur, un enjeu pour la vie démocratique. Et heureusement que la relève est là pour nous montrer qu'en peu de temps, on peut être très pédagogique sur des sujets qui sont pourtant très ardus pour les profanes que je suis, notamment. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de qualité, il faut beaucoup de savoir-faire, il faut savoir s'engager aussi, se mettre en avant, c'est très scénique, vous allez le voir. Et en tout cas, ce sont des efforts qui vont servir à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des candidats qui vont œuvrer aujourd'hui, c'est un effort qui vont profiter toute leur vie. Et moi, je le vois assez souvent, les scientifiques, les chercheurs, sont constamment obligés d'expliquer en un pitch très rapide ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, quels sont les résultats, et ils l'expliquent souvent à des institutionnels qui n'ont pas toutes les connaissances qu'il faut pour ça. La deuxième raison, La deuxième raison pour laquelle nous sommes particulièrement ravis, c'est que, voilà, ça a été mentionné, c'est la première à IPP. Et pour le CNRS, le site de l'Institut Polytechnique de Paris est très important. Le CNRS est très implanté, inséré à IPP, et c'est un site important pour nous. Nous avons 25 laboratoires d'excellence internationale, et nous avons un grand nombre d'agents et de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens. Et d'ailleurs, la plupart des candidats qui vont passer devant vous sont dans ces laboratoires mixtes du CNRS. Donc, ils œuvrent, et ces laboratoires sont dans des disciplines pointues, très pointues, et on va le voir avec les thèmes qui ont été choisis, enfin les thèmes de recherche qui ont été choisis par les doctorants. Vous allez voir, ce sont des thèmes de pointe, basés sur souvent des technologies de pointe. La troisième raison, et c'est pour ça que j'essaye de faire court, en fait, l'avantage de ma thèse en 180 secondes, c'est qu'on peut se permettre d'être super court, et comme ça, on ne nous en veut pas. La troisième raison, c'est que voilà, il s'agit de mettre en valeur
le travail des doctorants, car on ne le dit pas suffisamment, mais les doctorantes, les doctorants, les docteurs sont la force vive de nos laboratoires, hein, ce sont la relève. Il faut susciter des vocations. Et aujourd'hui, au CNRS, nous avons plus de 3200 doctorants qui œuvrent dans nos 1100 laboratoires. Et c'est vrai que chaque année, nous avons 1000 autres doctorants qui viennent, qui choisissent cette vocation. Et c'est ça, il faut encourager. Et ce type d'événement participe de cet encouragement et participe de cet appui à la politique scientifique. Donc c'est très important. Donc je les salue pour le courage qu'ils vont faire ici. L'autre fois, j'avais dit que c'était un exercice masochiste. C'est vrai que réduire des mois d'efforts à 3 minutes, il faut s'interroger. Mais en tout cas, je les salue pour le courage qu'ils font preuve. Le courage pour passer sur scène, mais le courage aussi pour entreprendre un travail de recherche et de donner toute l'énergie sur de nombreux mois pour un travail de recherche pointu. C'est évidemment remarquable. Et donc voilà, c'est une véritable expérience professionnelle qui vont leur servir parce que ça apprend évidemment des compétences transverses. Donc voilà, je suis au nom du CNRS particulièrement heureux d'être là et de participer avec vous à cette soirée. Pour conclure rapidement, voilà, je sais pas, c'est dommage qu'il n'y ait pas le chrono que j'aurais vu si, voilà. Bref, mais je vais me permettre de paraphraser une phrase que j'ai entendue d'un intervenant lors d'une précédente édition. Et l'intervenant disait « Vous faites un travail de l'ombre, il est bien normal que vous ayez 3 minutes de lumière. » Donc voilà, merci pour ces 3 minutes de lumière qui vont nous éclairer l'espace d'une soirée. En tout cas, je vous souhaite de profiter pleinement de cette soirée en découvrant ces 10 histoires de science en moins de 3 minutes chacune. Merci à vous en tout cas. Merci Benoît Forêt. Et j'invite à présent sur scène, alors c'est le président du jury, il s'appelle Kees van der Beek et c'est le directeur de la recherche à l'École Polytechnique et vice-président recherche de l'Institut Polytechnique de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bon, je vous vois à peine, vous êtes dans le noir, mais je vous sais nombreux. Donc, je suis extrêmement heureux, au nom de l'établissement EPI Paris, de vous voir aussi nombreux ce soir, doctorants, personnel des laboratoires, personnel de l'établissement, de l'école polytechnique également, nos présidents de l'école EPI Paris. Et puis, je suis aussi ravi de souhaiter la bienvenue aux représentants du CNRS et leur engagement à nous permettre de tenir cette première édition de MT 180 à l'Institut Polytechnique de Paris. Et nous sommes extrêmement heureux. Donc, le CNRS, bienvenue à Benoît Forêt qui vient de s'exprimer, délégué régional, donc le directeur scientifique référent Thierry Dauxois et le ADSR, l'adjoint, donc Germain Gillet, ici présent, bienvenue. Donc, le doctorat, c'est une merveilleuse aventure, c'est aussi un merveilleux défi. C'est le défi de la découverte, de pousser les limites de nos connaissances, les limites de la science. C'est mener un projet, c'est la maturation scientifique, c'est toutes ces choses-là, des années difficiles sur des sujets complexes, parce que vous, doctorants, les premiers à les aborder, et le premier à trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas été résolus ou personne ne s'était même posé avant. Donc c'est un défi. Donc aujourd'hui, devant un nouveau double défi, donc des 10 doctorants qui vont monter sur scène là incessamment sous peu. Donc comment présenter toute cette complexité et l'enjeu de ce que vous faites au quotidien en simplement 3 minutes. Donc c'est un grand esprit de synthèse qui est nécessaire. L'autre enjeu, c'est comment vous allez transmettre ça à un public souvent non averti et même si scientifique, loin d'être expert dans le domaine, comme on aura toutes les disciplines. Et ensuite, comment se faire ambassadeur de la science, de la connaissance comme base du raisonnement logique vers la société. Et c'est ce qu'on fait insuffisamment. Et je crains qu'en s'expliquant aux personnes non scientifiques
sur les enjeux de ce qu'on fait. 3 minutes, c'est souvent encore beaucoup par rapport au temps qui vous sera donné. Donc c'est un exercice extrêmement important pour lequel les participants doctorants ont une formation, donc c'est extrêmement important également. Je crois que la médiation à laquelle que vous êtes entraînés est vraiment un enjeu de taille et ça fait partie du métier de scientifique. Donc pour l'Institut Polytechnique de Paris, c'est une merveilleuse opportunité également, celle à toutes et à tous de connaître la recherche qui est faite dans le laboratoire, dans toute sa diversité, les avancements scientifiques récents qui seront présentés. Donc, dans 32 laboratoires de l'Institut, en total, il y a bien plus de doctorants que ça. Ils sont 1042 aujourd'hui dans nos murs des 5 écoles membres de l'Institut. C'est aussi déjà aujourd'hui l'occasion de présenter ce qui se fait en matière de sciences à l'extérieur. Donc cet après-midi, avant la séance de ce soir, nous avons accueilli 200 lycéens qui sont participants au dispositif national Cordée de la réussite, qui ont été invités par le Centre Égalité des chances, qui ont assisté aux mêmes présentations des doctorants et qui ensuite ont délibéré sur les sujets et ont eu une série de questions réponses en échange avec les mêmes doctorants. Donc je peux guère imaginer de meilleurs exercices de médiation et j'en remercie tous les participants. Donc je remercie aussi tous ceux qui ont aidé nos doctorants d'arriver au stade où ils sont ce soir. Donc c'est bien entendu leur encadrant, les directeurs, directrices de thèse. Je salue donc les directions de nos écoles doctorales. Donc Adriana Tapu qui est directrice de l'école doctorale IP Paris, François Rouef qui est directeur adjoint de l'école doctorale mathématiques Adamar, et puis toute l'équipe de la Graduate School IP Paris. Donc il y a Nathalie Bourdieu et Florence qui sont ici ce soir. On va écouter très bientôt les doctorants, donc 21 au départ qui s'étaient présentés à cet exercice, 10 retenus après la sélection interne. Donc on va les écouter bientôt. Je vous remercie surtout encore une fois toutes et tous d'être là avec nous ce soir et vous souhaite une très belle journée, soirée d'émerveillement, d'apprentissage et de tout ce qui est fait dans nos labos. Merci. Merci à vous. Hop. Merci. Allez, vous verrez, nos candidats seront un peu plus concis. Ils auront le chrono devant eux. Ils ne pourront pas déborder comme ça des 3 minutes qui leur sont imparties. Allez, nous allons écouter le dernier discours. Monsieur Thierry Coulon, le président par intérim de l'Institut Polytechnique de Paris. Merci. Chères doctorantes, chers doctorants, on me dit que des docteurs se sont glissés dans la salle. Chers collègues, chers amis, je comprends qu'il y a un certain nombre de familles des candidats qui sont dans la salle, ce qui contribue à tuer la légende urbaine selon laquelle Palaiseau, c'est loin. Bon, merci de la tuer. Alors, j'ai bien compris le message, il s'agit dans ces circonstances d'être bref, n'est-ce pas ? Je voudrais vous dire d'abord que, évidemment, il y a des raisons évidentes pour lesquelles je suis très heureux que cette première finale ait lieu, mais je suis à l'âge où on aime bien les choses qui se rebouclent, et il se trouve que j'ai été 2 ans et demi en Australie, entre 2012 et 2015, où je dirigeais un institut de maths, et où j'ai découvert cet exercice bizarre inventé par les Australiens qui consistait à raconter sa recherche en 3 minutes. Et j'en ai donc connu toutes les vertus avec le pragmatisme propre aux Australiens. Alors, le doctorat, qu'est-ce que c'est pour IP Paris? C'est extrêmement important. On a environ 1000 étudiants en thèse. 20% sont des bourses CIFRE, c'est-à-dire que c'est lié aux entreprises, et 46% sont des internationaux. Et ça marque deux axes très important pour l'Institut Polytechnique de Paris, à savoir le lien avec l'économie et le lien avec l'international. Pourquoi tout ça? Parce que les sciences aujourd'hui sont évidemment plus que jamais liées aux transitions climatiques, d'énergie, d'IA, etc. Ce qui veut dire que l'environnement est incertain, il est peu prévisible. Qu'est-ce que c'est? Comment mieux apprendre
à agir en environnement incertain qu'en faisant de la recherche. Une autre manière de le dire, c'est que notre économie est devenue une économie de l'innovation, et donc nous avons besoin de former des innovateurs, c'est-à-dire des docteurs, et donc, au fond, sans que ce soit un modèle universel, le modèle de l'ingénieur-docteur, puisqu'nous sommes ici, nous avons 5 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'ENSAE, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Ces écoles forment depuis longtemps des ingénieurs au meilleur niveau. Elles forment aussi des ingénieurs-docteurs, et vous savez que le taux de poursuite en thèse dans les écoles d'IP Paris dépasse déjà les cibles qui sont fixées, par exemple, par le ministère. Que faisons-nous pour favoriser tout cela? Nous avons mis en place des PhD Track qui recrutent de manière précoce des étudiants en master pour les diriger vers la thèse. Leur employabilité est excellente. Nous allons continuer à développer cette employabilité. Par exemple, les forums des écoles les forums des carrières des écoles vont s'ouvrir aux docteurs, et on va continuer à les accueillir et à s'en occuper. Alors, je voudrais conclure sur la nature de l'exercice. Ça a déjà été dit, c'est un exercice extrêmement difficile, donc intéressant, mais il est aussi intéressant en soi. Ce que je voudrais dire, c'est que expliquer la science, ça fait partie de la science. Je suis matheux, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire des maths. Les matheux ont tendance à dire ce que je fais est très intéressant parce que c'est très compliqué. Et ce snobisme est insupportable. Les grands scientifiques, ce sont les scientifiques qui sont capables de vous expliquer ce qu'ils font. Alors, je suis assez mal placé pour ça, parce que tout à l'heure, j'ai repensé au titre de ma thèse, et c'était semi-groupe d'opérateurs et suite de contractions sur les espaces C2K de Grothendieck. Donc, en matière de communicabilité, on peut faire mieux, mais le temps a passé. Et dans les sujets de thèse que j'ai vus, qui vont être développés ce soir, on parle de batterie, on parle de textile, on parle de chirurgie, on parle de vent, on parle de défense. Et donc, c'est bon pour la société et c'est bon pour la science. Je voudrais simplement conclure en vous mettant la pression. J'aimerais bien que quelqu'un se retrouve en finale francophone quand même. Donc bon courage. Merci bien. Alors, je vais vous présenter le jury. Ils vont monter sur scène. Je leur tendrai le micro, mais ils seront beaucoup plus brefs, c'est promis. Il y a dans ce jury, et je vous demande de les accueillir, Kees van der Beek, que vous avez déjà vu, président du jury, directeur, allez-y, Élodie Chabrol, Étienne Brière, Sean Bailly, Pauline Riba et Mélanie Sudola. Alors, je vous avais prévenu du petit exercice que j'allais vous confier, puisque c'est l'exercice de la concision. Vous allez nous dire, chacun d'entre vous, en 3 mots, ce que vous attendez de cette soirée. Alors peut-être, Kees, puisque vous êtes le président de ce jury, je vous donne le micro le premier. Kees van der Beek, donc président du jury. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche à l'École Polytechnique et vice-président recherche à l'Institut Polytechnique de Paris. Les 3 mots de ce que vous attendez ce soir de nos candidats. Bon, merci, 3 mots. Ah ben vous les avez déjà donnés. Merci, 3 mots. Kees, c'est très décevant. Donc, le premier, c'est émerveillement. Émerveillement. Le deuxième. Apprentissage, revient à la maison avec quelque chose. Apprentissage. Et passion des candidats pour la science. Très bien. Vous avez du mal à faire juste 3 mots, hein, Kees. Les candidats seront beaucoup plus disciplinés. Je vais y arriver. Élodie Chabrol, vous êtes fondatrice et directrice du festival Pint of Science en France. Vos 3 mots de ce que vous attendez. Clarté. Oui. Histoire. Et passion aussi. Voilà. Étienne Brière, directeur scientifique et partenariat France et expert fellow dans le groupe EDF. Vos 3 mots de ce que vous attendez ce soir. Plaisir, de la science, et puis découverte. J'attends de la découverte. Très bien. Sean Bailly, vous êtes journaliste scientifique au magazine Pour la Science. Qu'attendez-vous de nos candidats ce soir? Alors j'avais aussi plaisir et éloquence et des surprises. Voilà, surprise, mais oui, il y en aura, j'en suis sûr. Pauline Riba, vous êtes actrice, autrice, metteuse en scène de la compagnie Depuis l'Aube. Vos 3 mots, Pauline? De la singularité, de la clarté
et un peu de folie. Un peu de folie, ça fera pas de mal. Mélanie Sudola, vous êtes la plus jeune du jury, élève de terminale au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Les 3 mots de ce que vous attendez ce soir. De la passion, de la curiosité et une expression adaptée. Une expression adaptée. Oui. Très bien. Alors on fera connaissance avec vous. J'aimerais vous voir dans le public. Vous pouvez retourner tous les 6 vous asseoir. Une dure mission vous attend. Une dure mission vous attend puisque vous allez devoir les évaluer très vite. Mais vous aussi, dans la salle, le public, vous allez devoir les évaluer. On vous a donné un petit carnet pour ce faire. Je vous expliquerai en fin de rencontre comment vous allez pouvoir voter et choisir vous aussi le candidat qui a votre préférence. Les votes sont qualifiants, c'est-à-dire que le jury donne le premier prix et envoie un candidat en finale. Vous, public, vous donnez un prix, le prix du public, et vous envoyez ce candidat en finale. Si c'est le même, le deuxième prix du public, le deuxième prix du jury envoie le candidat en finale. J'espère que j'étais clair. On va faire connaissance avec ces 10 candidats. Je vous demande de venir sur scène. Vous pouvez leur faire un triomphe. Il y a Antoine Gamet, Haïfa Taoum, Constantin Filipenko, Olivier Marchand, Mélanie Gornet, Gabriel Verne, Élie Kadosh, Marie Sigalon, Jérôme Kowalski et Aubin Parmentier. Alors, je profite qu'ils sont là pour vous rappeler les règles du jeu et faire peut-être un petit peu, on va dire, monter la concentration plus que la pression. Mais pour vous aussi, il y a 2-3 consignes à vous donner. La mission, vous l'avez compris, celle qu'on leur a donnée, et ils se sont préparés depuis plusieurs mois. Pour certains, ils ont répété devant leur classe, devant leurs amis, devant leur famille, tout seuls, pour vous faire une présentation en 180 secondes, pas une seconde de plus. C'est-à-dire que s'ils dépassent le chrono, donc ils ont sur l'écran juste devant eux le chrono qui défile, en même temps que vous avez le même sur l'écran qui est derrière moi. S'ils dépassent les 180 secondes, ils sont éliminés, c'est sans appel. Autrement dit, il vaut mieux s'arrêter au milieu d'une phrase et ne pas aller au bout de la phrase. Ça fera une fin un peu bizarre, mais vous êtes encore qualifié. Si vous allez au-delà des 180 secondes, vous êtes hors concours. Ça, c'est pour votre responsabilité. Votre responsabilité à vous, c'est de ne pas les perturber quand ils présentent. C'est-à-dire que là, je vous demande, et de façon très officielle et très insistante, d'éteindre vos téléphones portables ou en tout cas de les mettre sur silencieux et de vérifier que c'est le cas. Si une sonnerie se déclenche pendant la présentation, on ne refait pas la présentation. Ce serait un petit peu trop facile, il suffirait d'avoir un complice pour lancer une sonnerie si jamais ça se passe mal sur scène. Donc, une sonnerie de portable n'interrompt pas le processus. La seule chose, le seul événement qui pourrait faire qu'on recommence, c'est s'il y a une coupure de micro, un projecteur qui tombe, une alerte incendie. Bon voilà, ce genre de cas-là, effectivement, on a le droit de recommencer. Voilà, les règles du jeu sont posées. La dernière qu'ils avaient aussi, vous verrez, leur présentation, il y a toujours une diapositive derrière eux. Ils avaient le droit à une seule diapositive pour vous présenter leur thèse. Voilà, les règles du jeu étant posées, vous pouvez les applaudir une dernière fois et vous allez regagner les coulisses. À tout de suite. Et nous allons commencer avec le premier candidat. Grande concentration pour tout le monde et surtout pour Antoine Gamet, que je vous demande d'accueillir. De l'école polytechnique, du laboratoire synthèse organique, intitulé de votre thèse « Synthèse totale de substances naturelles activables par la lumière pour le contrôle de phénomènes biologiques ». Antoine Gamet, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Très bien, merci. Le corps humain, une belle machine. Savez-vous qu'il est composé de plus de 15 000 milliards de cellules? Et même si toutes ces cellules ont un cycle de vie bien régulé, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Certaines cellules tombent malades, deviennent incontrôlables, et ceci peut aboutir à des cancers. Et si je voulais contrôler ces cellules malades? C'est là
l'objectif de ma thèse, créer une molécule capable de contrôler la vie des cellules malades. Mais alors, comment peut-on procéder? Eh bien, dans la nature, il existe de nombreuses molécules naturelles très intéressantes pour contrôler les cellules. Le seul petit problème, c'est qu'elles ne font pas la différence entre les cellules saines et les cellules malades. C'est là qu'intervient le travail du chimiste. En tant qu'architecte de l'infiniment petit, l'idée est de s'inspirer de ce qui existe déjà, les molécules naturelles, et de les modifier pour développer des outils capables de cibler uniquement les cellules malades. C'est comme si on voulait créer un missile à tête chercheuse qui détruirait seulement certaines cibles, les cellules défaillantes. Donc, concrètement, je me suis concentré sur une petite molécule naturelle très active sur les cellules. Plus précisément, une toxine sécrétée par une éponge marine. Avec ça, j'ai mon missile. Et l'objectif est de le modifier en y ajoutant un système de guidage capable d'atteindre la cellule cible que je souhaite toucher. Ce système en question se contrôle par la lumière. Et ça n'est pas anodin. Je pourrais ainsi, avec un faisceau laser, activer ou désactiver mon missile à la demande, au moment voulu, mais surtout sur la cible voulue. Mais alors, comment fait-on? Car oui, pour aller créer ma molécule missile, je ne vais pas aller embêter ces éponges marines. De 1, elles n'ont rien demandé. Et de 2, ça ne serait pas très responsable vis-à-vis de la biodiversité, me direz-vous. En tant que chimiste, je vais tout refaire de mes propres mains. Et étant donné la complexité de la molécule, il faut élaborer une stratégie efficace de synthèse totale. Mais qu'est-ce que la synthèse totale? C'est l'élaboration de molécules naturelles sophistiquées à partir de molécules simples et abondantes. Et après plusieurs mois de recherche, je suis parvenu à refaire la molécule de l'éponge marine. Il me reste désormais à y ajouter mon système de guidage pour pouvoir ensuite mener les tests sur les cellules en collaboration avec des biologistes. Vous l'avez deviné. Imaginez un instant être capable de contrôler des cellules par un laser à un endroit et à un moment voulu. Des zones cancéreuses pourraient être ciblées très précisément sans impacter les zones saines. Le rêve! En plus, cela donnera aux biologistes des outils d'étude très puissants et précis. Avec ça, les cellules, elles n'auront qu'à bien se tenir. Merci. Bravo Antoine. Et nous allons à présent accueillir la deuxième candidate, Haïfa Taoum. Bonjour Haïfa, vous êtes de l'école polytechnique, laboratoire de physique des interfaces et couches minces. Intitulé de votre thèse « Capteur de gaz pour des batteries plus sûres, une révolution de la sécurité énergétique ». Haïfa, est-ce que vous êtes prête? Prête. Imaginez avec moi cette scène. Vous rentrez chez vous après une journée bien remplie et vous rechargez votre trottinette électrique pour être prête à utiliser le lendemain. Vous vous installez dans votre salon. Le soulagement de la journée qui s'achève. Tout à coup, un sifflement émane de votre trottinette, sans pouvoir même bouger. Et dans une fraction de seconde, vous vous retrouvez inconscient et les flammes vous entourent. 5 personnes, dont vous, ont été gravement blessées. Ce n'est pas de la fiction, mais un événement tragique survenu le 5 mars 2023 à New York. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Selon les rapports, il y a eu au moins 25 000 incidents d'explosion ou de surchauffage des batteries rechargeables au cours de 5 dernières années. Et qui ne recharge pas son téléphone portable durant la nuit? Ce simple geste a généré un immense incendie en 2017. Ça fait peur. Heureusement, le problème lié à ces explosions a été identifié. Le liquide dans les batteries, que nous, scientifiques, appelons électrolyte. Il se décompose après des chocs, tels qu'un surchauffage ou un accident, et libère des gaz qui augmentent le volume de la batterie. Et explosion garantie dans les 5 minutes qui suivent. Nous n'avons même pas le temps de nous échapper. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne détectons pas ces gaz pour éviter une catastrophe. C'est là que ma thèse intervient.
Mon objectif, concevoir une batterie intelligente qui imite le cerveau. Mais alors, comment? Imaginez maintenant que la batterie soit un cerveau avec un nez artificiel connecté. Pour donner vie à ce nez, je fabrique un capteur de gaz miniaturisé contenant des millions et des millions de matériaux hybrides nanostructurés, dont la taille est environ 1 million de fois plus petite qu'une fourmi. Ces ultra petites structures sont capables d'interagir avec tous les gaz présents dans une batterie en leur donnant une empreinte distinctive à chacun et sont capables de sélectionner uniquement les gaz alarmants. Vous vous rendez compte du potentiel? Comme des chiens renifleurs. Une fois la menace est détectée, ces capteurs, par un simple changement dans leurs propriétés électriques, envoient un signal au cerveau, donc à la batterie, déclenchant une alerte en moins d'1 minute, assurant ainsi une réponse rapide face au danger. Ainsi, il deviendra possible d'agir à temps, de garantir la sécurité des batteries, mais surtout de sauver des vies. En attendant cette innovation révolutionnaire qui transforme nos batteries rechargeables en gardiens vigilants de notre sécurité, prenez soin de vous et gardez un œil sur vos appareils électriques. Merci. Merci Haïfa. Et nous allons maintenant accueillir Constantin Filipenko. Bonjour Constantin, de l'École Polytechnique, Centre de mathématiques appliquées. Titre de votre thèse, Compression bidirectionnelle pour l'apprentissage fédéré hétérogène. Tout à fait. On va en apprendre tout de suite davantage. Est-ce que vous êtes prêt, Constantin? Je suis prêt. Alors vous lancez le chronomètre quand vous voulez. Est-ce que vous savez à quoi pourrait ressembler l'écosystème de l'intelligence artificielle dans le futur? Ne vous inquiétez pas, pas trop. À une ruche. Pour qu'une entreprise entraîne une IA, intelligence artificielle, il lui faut collecter plein de données sur ses serveurs. Ce serait un peu comme si, pour fabriquer du miel, on décidait de couper toutes les fleurs pour en prélever le pollen. Ce serait bête, n'est-ce pas? Avec le développement d'Internet, nous avons pourtant accès à des objets connectés, des téléphones portables, des voitures, des maisons, des hôpitaux. La donnée est distribuée à plein d'endroits différents. Et on veut qu'elle y reste. Vous vous imaginez si Google récoltait tous nos messages WhatsApp? Ce serait scandaleux. Récapitulons. Le miel, c'est l'IA que nous souhaitons de la meilleure qualité possible. La ruche, c'est l'entreprise qui souhaite développer cette IA. Les fleurs, oh les jolies petites fleurs, ce sont les données qui ont été générées sur des machines, nos téléphones portables dans ce cas. Et les abeilles représentent la connexion Wi-Fi pour se connecter à la ruche. Dans ma thèse, j'ai mis en place un essaim afin d'entraîner une IA. Les abeilles vont butiner les fleurs pour en dériver une information pertinente, le pollen. C'est plus écolo de butiner, non? Hélas, hélas, dans la vie, c'est moins écolo, car cet essaim qui représente les communications entre les machines entraîne un coût de communication, et donc d'électricité, et donc augmente l'empreinte carbone de l'IA, et donc pollue davantage, et donc, peut-être, tue des abeilles, les vraies. Comment faire pour que les abeilles informatiques ne tuent pas nos abeilles terrestres? La solution que j'ai proposée dans ma thèse consiste à compresser les informations échangées entre les machines. Les abeilles, au lieu de prélever la totalité du pollen, n'en prennent qu'une partie seulement, 1% par exemple. Or, j'ai constaté que toutes les techniques de compression ne sont pas équivalentes, ni adaptées au même type de fleurs. Dans le cas de mes travaux, à l'aide d'un crayon et d'un papier, si, en m'appuyant sur quelques expériences numériques, oui quand même, j'ai prouvé un théorème mettant en relation les techniques de compression, les coûts de communication, le nombre et le type de données, la qualité de l'IA et le temps nécessaire pour l'obtenir.
mettant ainsi en lumière les compromis à faire pour trouver un équilibre satisfaisant pour nous, pour les entreprises et bien sûr pour les abeilles. Merci à vous, Constantin Filipenko. Bon, évidemment, le sport, c'est toujours de tomber pile sur la dernière seconde et du coup, de nous faire un peu flipper. Olivier Marchand, je vous demande de l'accueillir. Olivier Marchand de l'École Polytechnique, laboratoire d'hydrodynamique, intitulé de votre thèse « Écoulement et capture d'aérosols par un textile flexible, des masques chirurgicaux à la collecte de brouillard ». Olivier, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors, quand vous voulez, vous déclenchez le chronomètre. « 17 mars 2020. La France est confinée. Les rues, hier animées, laissent la place au silence. Les masques deviennent une arme contre la pandémie. En même temps, le climat se dérègle, la sécheresse remonte sur le continent. On manque d'eau. Et si apporter une réponse à la fois aux problèmes de pénurie d'eau et de pandémie respiratoire passait par une meilleure compréhension des écoulements à travers des textiles? C'est l'enjeu de ma thèse. Dans certaines régions arides, des filets de pêche sont étendus verticalement pour capturer des gouttelettes d'eau en suspension. Lors d'événements de brouillard, de très petites gouttelettes fines et légères flottent dans l'air et peuvent impacter les fibres du filet. C'est un moyen de collecter de l'eau dans de nombreuses régions du monde, là où il ne pleut pas, et ce sans aucun besoin d'énergie. Exactement de la même manière, pendant la pandémie de la Covid-19, nous avons toutes et tous porté un masque chirurgical dans l'espoir de réduire la propagation du virus. Pourquoi? Parce que quand on parle, quand on respire, de très petites gouttelettes similaires à celles du brouillard sont émises. Elles peuvent contenir des virus. Elles sont ensuite capturées par les fibres resserrées du masque. Vous allez me dire, mais qu'y a-t-il de commun, vraiment, physiquement, entre un masque chirurgical et un filet à brouillard, ou bien un parachute et un filet de pêche? Ce sont des textiles très fins. Ils sont constitués de fibres et dans chacun des cas, un gaz ou un fluide s'écoule autour et à travers. Selon les caractéristiques du textile, on peut plus ou moins capturer les gouttelettes d'eau en suspension. Et là, on peut se dire « Ah, mais c'est génial !» Parce que cela signifie que l'on peut optimiser ces caractéristiques pour capturer plus d'eau ou bloquer plus de virus. Mais comment? Durant ma thèse, j'ai fabriqué une machine capable de tousser, de respirer, d'éternuer comme les humains. Grâce à elle, j'étudie l'air qui passe à travers le masque, mais aussi par les fuites. Souvenez-vous, quand vous faisiez du sport ou que vous montiez les marches de Lozère, par exemple, en portant un masque, la respiration est difficile. On a du mal à respirer à travers le masque parce que l'air préfère passer par les fuites et pas vraiment à travers. De nombreux points restaient à éclaircir pour comprendre justement cette interaction entre le textile et l'air. J'ai donc développé un modèle physique. Et à l'aide d'une soufflerie qui crée un brouillard, j'ai mesuré la quantité d'eau collectée par différents textiles en jouant sur la taille des fibres, leur nombre, leur arrangement, mais aussi la vitesse de l'air. Cela m'a permis de tester le modèle. Cette meilleure compréhension physique donne des pistes pour développer des textiles d'une très grande efficacité et, pourquoi pas, le masque de demain. Bravo Olivier, merci. Alors, après cette première session de 4, il en reste encore 6 à passer, mais on va faire un petit tour dans la salle pour faire un peu plus connaissance avec les membres du jury. Ils sont 6, mais on va discuter avec 3 d'entre eux. Le président du jury, Kees van der Beek, qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Déjà, est-ce que ça ne va pas trop vite pour tout noter et tout prendre en note? Comment ça se passe de votre côté? Bon, ça se passe très bien, c'est très clair, mais ça va effectivement un peu vite pour tout noter. Voilà, mais... Vous vous êtes préparé en amont, vous vous êtes dit les critères que vous alliez évaluer, la grille que vous alliez appliquer? Oui, on a passé effectivement en revue la grille.
Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a des critères qui dépendent de l'ensemble de la présentation et qu'on peut se faire son avis qu'au bout du chemin. Exactement. Élodie Chabrol, je rappelle que vous êtes fondatrice du festival et directrice aussi de ce festival Pint of Science en France. Vous nous rappelez ce que c'est Pint of Science ? C'est un festival pendant lequel les chercheurs et les chercheuses se retrouvent dans les bars pour discuter de leurs recherches avec le grand public en simultané pendant 3 soirs dans plusieurs villes de France et du monde. Ah oui, vous aussi vous faites concis. Oui. D'accord, donc c'est autour d'une bière, d'où le Pint of Science, c'est autour d'une bière. Ou d'un Perrier, ou d'un verre d'eau. On n'est pas sectaire. Et on écoute les scientifiques parler. Donc vous avez un regard assez affûté sur ce qui est compréhensible dans un bar quand on parle science à bâton rompu et ce qui devient un peu obscur. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a entendu pour le moment ici ? Jusque-là, c'est très bien. Et effectivement, c'est un exercice très, très difficile de tout noter parce que parfois, ça joue à la toute dernière seconde où il faut vraiment qu'on prenne une décision. Vous, dans votre activité, alors vous avez fait une thèse, hein, dans quel domaine d'ailleurs ? En neurosciences. En neurosciences. Aujourd'hui, vous êtes dans la vulgarisation scientifique et justement, vous aidez souvent les chercheurs à vulgariser leur discours ? Oui, tout à fait. Quel genre de conseils, par exemple, vous donnez à un chercheur qui est le nez dans sa recherche et qui a tendance peut-être à voler un peu trop haut pour qu'on le comprenne ? Le conseil numéro 1 que je donne en général, c'est réfléchir à l'audience qu'on a, à qui on parle, pourquoi ils sont là, pourquoi ils nous écoutent. Et généralement, tout découle de là. D'accord. Et ils n'en ont plus conscience, c'est-à-dire ils n'ont même plus conscience de jargonner, ils n'ont même plus conscience de ce qui est audible ou pas du tout compréhensible par le commun des mortels. Je pense qu'on ne fait pas forcément l'exercice. C'est-à-dire que souvent, on va se dire je vais adapter telle présentation que j'ai déjà faite, ça ira, mais on ne réfléchit pas à l'audience qu'on va avoir en face de nous, ce qui peut marcher, quel type de comparaison, etc. Donc c'est faire cet exercice à chaque présentation qui est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'image qu'ils ont choisie. Des fois, c'est très dépouillé. Souvent, dans les PowerPoint, dans les conférences ou dans les prises de parole, c'est noir de texte, alors que là, c'est hyper épuré et il n'y en a qu'un pour 3 minutes. Il y a peut-être des leçons à prendre sur l'idée d'illustrer ce qu'on dit avec peu de choses, mais très efficace. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a aussi la gestuelle qui est importante. Et ça, on va pouvoir en parler avec vous, Pauline Riba. Vous êtes actrice, autrice, metteuse en scène de la compagnie Depuis l'Aube. Vous êtes sensible quand même au discours scientifique ou vous avez l'impression d'être un peu l'ovni du jury ? Non, je suis assez passionnée par ce que j'entends. Parce que vous entendez. Et vous avez d'ailleurs écrit une pièce avec des mathématiciens. Donc la science, ça vous intéresse particulièrement ? Oui, j'ai rencontré une mathématicienne, Jasmine Reissi, qui est professeure à l'Université de Bordeaux. Et à partir de notre échange de 50 minutes, j'ai dû écrire une pièce de 30 minutes en 6 semaines. Sur les maths ? Sur les maths. Oui, tant qu'à faire. Elle sera présentée à l'Institut Poincaré à Paris demain, cette pièce de théâtre, je crois. C'est ça. S'il y en a qui ont, je ne sais pas s'il y a encore des places disponibles, mais pour ceux qui voudraient la voir, c'est demain à l'Institut Poincaré, en soirée, j'imagine ? C'est à 14h et à 19h. Ouais. Un mot de la comédienne quand même sur le... On voit, il y a un travail scénique, des fonds de scène. Je me suis fait avoir, je croyais qu'elle repartait. En fait, elle était en train de se positionner pour sa présentation. C'est important pour accompagner le discours, la gestuelle. C'est très important, par exemple, quand on regarde une pièce de théâtre en langue étrangère. Si on nommait ou si on se dit « tiens, je vais arrêter de regarder les sous-titres parce que je vais me concentrer sur les interprètes », en fait, on comprend beaucoup de choses d'ordre de la situation en regardant les corps. Voilà. Donc là, c'est aussi... on sent leur passion. Et vous y êtes attentive, là, particulièrement au jeu scénique, à la façon dont ils ont choisi de mimer la contraction des données, par exemple, ce genre de choses ? Très. Bon, très bien. Allez, on va retourner pour une nouvelle session de 3 candidats. Merci pour cette petite prise de parole dans le jury. Et nous allons tout de suite accueillir notre 5e candidat, qui est une candidate. Je vous demande d'accueillir Mélanie Gornet. Mélanie, vous êtes de Télécom Paris, iCube, CES. Titre de votre thèse, Éthique, régulation et évaluation des systèmes d'apprentissage automatique vers des exigences opérationnelles. Mélanie, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Eh bien, c'est quand vous voulez. Merci. Quand j'ai dit à une amie, il y a 3 ans maintenant, que je voulais faire ma thèse sur l'intelligence artificielle, elle m'a répondu comme dans Terminator.
Et puis plus récemment, j'ai dit à une nouvelle personne que j'étais en train de faire une thèse sur l'intelligence artificielle. Et on m'a répondu, bah oui, comme ChatGPT. En 3 ans, l'intelligence artificielle, IA pour les intimes, c'est bien démocratisé. Hein. C'est même devenu un sujet politique. Je vous jure, n'essayez pas de parler de ça au repas de famille à Noël, j'en ai payé les frais. Mais justement, c'est devenu un sujet politique parce que ça soulève d'énormes débats de société. Imaginez une IA capable de prédire la sentence d'un criminel, de déterminer vos droits aux aides sociales ou à un crédit bancaire, de décider à un entretien d'embauche si vous méritez un poste. Non, non, ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. Ces systèmes existent déjà. L'IA a et va continuer de bouleverser notre société. Mais comment réagir? Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de considérations morales et sociales. C'est ce qu'on appelle l'éthique de l'IA. Le problème, c'est que tout le monde veut donner son avis sur l'IA de la Commission européenne à Google. Alors j'ai analysé des centaines de textes émanant de différentes instances et j'ai montré que tout le monde souhaite notamment que les décisions d'une IA soient compréhensibles et justes. Il y a convergence de l'éthique. Mais encore faut-il la faire respecter. Alors pour aller plus loin, nous en Europe, on a écrit une loi. Et ouais, une des premières initiatives de régulation dans le monde, votée en décembre dernier. Et on a tenté d'y intégrer des considérations éthiques, d'interdire les systèmes trop dangereux. Le but? Nous protéger des usages abusifs. Voyez, j'ai beau aujourd'hui étudier le droit et les sciences sociales, je suis ingénieur de formation. Mon travail, c'est donc de porter un regard technique, critique sur cette loi. En quelque sorte, je sers de traducteur entre juristes et informaticiens. Par exemple, c'est bien beau de dire qu'une IA ne doit pas discriminer, mais comment fait-on ça en pratique? Quels tests peut-on réaliser? Quelles mesures peut-on mettre en place pour s'assurer que l'IA ne discrimine pas? Eh bien, j'explique notamment dans ma thèse que la loi ne répond pas à ces questions. C'est plutôt le rôle des normes techniques, comme les normes ISO, par exemple. Des documents expliquant étape par étape comment concevoir un produit, dans notre cas, une IA. Alors moi, je viens prendre tout ça. Les recommandations sur l'éthique, le texte de loi, les normes techniques. Je cherche à comprendre leur articulation et les moments où il y a rupture. Au fond, le but ultime de mon travail, c'est de comprendre comment différentes communautés se saisissent du sujet de l'IA et d'effacer les frontières des domaines pour les amener à mieux travailler ensemble. Sarah Connor et vous pourrez alors dormir sur vos 2 oreilles. Merci Mélanie. Et nous allons maintenant accueillir Gabriel Verne. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous êtes de l'ENSTA, unité d'économie appliquée, titre de votre thèse, les relations entre sciences, technologie et territoire au cœur de la souveraineté nationale, une analyse structurale sur longue période. Gabriel, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, vous déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Ouais. D'où vient ce que vous savez? Cette question peut paraître surprenante, je sais, mais pour un économiste de la connaissance comme moi, elle est fondamentale. Quelle est la source de vos connaissances? Que l'on parle du théorème de Pythagore ou de la recette de la blanquette de veau, ce que vous savez vous a été transmis par quelqu'un. Par un enseignant, par un proche, par un ami, par un livre, par un article, par un tuto. Aujourd'hui, la connaissance est un bien largement disponible, dans de multiples formats. En économie, on dit que c'est un bien public, parce que chacun est libre d'en profiter sans priver son voisin. Si je vous donne la recette de la blanquette de veau de ma mamie, vous pourrez la refaire chez vous, sans que ça m'empêche de le faire moi-même. Et vous pourrez peut-être même l'améliorer, qui sait. Enfin, bon courage quand même. Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore, tout comme ma mamie n'a pas inventé la blanquette de veau. Ceci parce que la création de nouvelles idées, l'innovation, découle largement d'un processus de réflexion collectif. Qui que vous soyez, votre saveur intellectuelle dépend largement de la soupe de connaissances dans laquelle vous marinez. Mais je ne suis pas ici que pour filer des métaphores culinaires, non. Vous le savez, la connaissance est une arme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ma thèse prend ce dicton
très au sérieux. J'étudie des connaissances qui tuent, autant qu'elles protègent, parce qu'elles permettent d'améliorer la précision d'un missile, la résistance d'un blindage, ou de concevoir la prochaine génération de bombes à hydrogène. 30 ans après la fin de la guerre froide, le monde s'essouffle toujours dans une course à l'armement. L'objectif étant d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Sauf qu'on n'est pas dans Fort Boyard, non. Malheureusement pour l'humanité, les connaissances nécessaires aux innovations militaires ne sont pas toutes secrètes. Heureusement pour moi, elles se diffusent. Elles laissent des traces à travers les publications des ingénieurs et des scientifiques. Je me doute que bon nombre sont présents ici dans la salle. Sachez que vous faites partie de mon sujet de recherche. Dans le cadre de ma thèse, j'ai connecté des millions de brevets d'invention, autant d'articles scientifiques. J'ai enquêté sur leurs auteurs, j'ai localisé leurs sources. Prenez par exemple un ingénieur français qui améliore une technologie allemande, inventée par un japonais. C'est comme ça que je trace des flux. Maintenant, imaginez des millions de ces flux, et vous obtiendrez un réseau de connaissances mondialisé. L'étude de ce réseau me permet d'évaluer l'effort intellectuel consenti par chaque nation dans la course mondiale à l'armement. Cela me permet d'anticiper quels seront les pays capables de produire les armes de demain, ceux qui les imiteront et ceux qui seront condamnés à les acheter. Cela participera, je l'espère, à anticiper certains conflits et à préserver notre paix. Et vous, comment est votre blanquette ? Merci, Gabriel. Merci. Nous allons maintenant accueillir Élie Kadosh. Bienvenue Élie, vous êtes de Télécom Paris, laboratoire traitement et communication de l'information. L'intitulé de votre thèse est le suivant: développement d'algorithmes de contrôle basés sur de l'apprentissage par renforcement multi-agent pour l'optimisation de parcs éoliens à grande échelle. On va en savoir plus. Est-ce que vous êtes prêt, Élie ? Absolument. Eh bien, vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Ouah, qu'est-ce qui fait chaud dans cet amphi ! 50 degrés, m'ont dit à la régie. Hein. C'est pas possible pour un événement comme ça. Vous n'avez pas chaud, vous ? Madame, vous n'avez pas chaud ? Moi, j'ai chaud. Mais j'ai de la chance. J'ai un ventilateur juste ici. Donc moi, je suis bien, je suis rafraîchi. Mais vous, vous l'êtes beaucoup moins. Alors qu'est-ce que je fais ? Je me tourne légèrement pour mieux laisser le vent passer. Ah ben moi, je suis toujours rafraîchi, mais vous, vous l'êtes beaucoup plus. Bah globalement, on est quand même plus heureux. Le temps, les éoliennes. Bon, c'est pareil pour les éoliennes. Ces machines incroyables qui transforment le vent en énergie électrique. Imaginez, je suis une éolienne. Le vent arrive et je transforme pratiquement tout en électricité. Il n'y a presque plus rien pour les machines qui sont derrière et qui produisent du coup très peu. Donc on tourne légèrement la première éolienne pour mieux laisser le vent passer. La première machine produit un petit peu moins d'électricité, mais celle de derrière, beaucoup plus. Globalement, on produit plus d'énergie. Maintenant, revenons à notre canicule. Imaginez qu'il n'y a non pas un ventilateur, mais 7. Et puis, ils ne sont pas fixes. Ils bougent un petit peu n'importe comment dans la pièce. C'est le vent. Et il peut être différent, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et imaginez également que nous ne sommes pas 2, mais 200. Et nous sommes des éoliennes. Alors, je vous pose une question. Comment s'orienter les uns par rapport aux autres pour produire le plus d'énergie ? C'est la question que j'étudie dans ma thèse. Et c'est un problème difficile. Alors je vais considérer mon parc éolien comme une grande salle de classe où chaque machine est une élève. Et puis je leur donne un travail de groupe où l'exercice est de produire le plus d'énergie. Et pour faire ça, chaque machine est libre de tourner un petit peu comme elle le souhaite. Plus elles produisent d'énergie, et meilleure est la note que je leur donne. Et mes éoliennes, elles sont comme moi, elles veulent la meilleure note. Alors elles vont apprendre, seules, comment s'orienter face au vent qui change pour ne pas gêner les autres. Et au bout d'un certain temps, elles sont capables de résoudre mon problème. Cette méthode d'apprentissage que j'utilise et développe dans ma thèse s'appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, pourquoi cette technologie et pas une autre ? Parce qu'elle permet aux machines de résoudre des problèmes difficiles sans être guidées. Ce qui nous arrange bien
quand on ne connaît pas la solution. Ces machines, elles ont juste besoin d'expérience. C'est fascinant. Dans ma thèse, je cherche à rendre les éoliennes plus intelligentes pour optimiser notre exploitation de cette énergie infinie qu'est le vent et nous aider peut-être à construire un avenir énergétique qui soit meilleur et durable. Merci. Merci à vous. Alors, il nous reste encore 3 candidats à écouter, mais nous avons aussi 3 membres du jury avec lesquels nous n'avions pas encore fait connaissance. Étienne Brière. Étienne Brière, est-ce que vous avez le micro? Vous êtes directeur scientifique et partenariat France et expert fellow au groupe EDF. Alors, vous avez fait votre thèse. C'était il y a longtemps, m'avez-vous dit. C'était sur quel sujet, votre thèse? Sur quoi J'ai effectivement commencé ma thèse il y a 40 ans, donc, mais ça souligne mon âge. C'était une thèse en mécanique des fluides sur les fluctuations de température en sortie des cœurs de réacteurs nucléaires. Et donc aujourd'hui, vous travaillez chez EDF. Quel est votre rôle exact chez EDF? J'anime l'expertise et les partenariats et j'ai une chance extraordinaire. Ça fait 40 ans que je prends plaisir à travailler. Et à chaque fois que je commençais à m'ennuyer, j'ai changé. Et voilà, 40 ans de plaisir, de découverte, de joie. Et pour un scientifique, s'occuper de tous les sujets d'un groupe énergétique comme EDF, quel rêve. Je travaille sur tous les sujets de la chaîne énergétique. J'ai une chance incroyable. C'est la première fois que vous assistez à un concours Ma thèse en 180 secondes ou vous aviez déjà eu l'occasion en tant que public sans être membre d'un jury? Non, non, c'est une première et je re-signe pour l'année prochaine sans souci. Oui, c'est ça, ça vous plaît? Là aussi, ça va tous azimuts et il y a beaucoup de choses pour aiguiser votre curiosité. Est-ce que cette capacité de faire court, d'être synthétique, de savoir accrocher à un public, la réponse est un peu dans la question, mais dans quelle mesure c'est utile dans vos domaines, c'est-à-dire dans la R&D, dans le monde de l'entreprise, pour les chercheurs qui, comme vous, auront fait leur thèse là, et puis ensuite vont arriver dans le monde de l'entreprise? C'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est essentiel, être capable d'expliquer de manière courte et percutante le sujet sur lequel on travaille, les résultats qu'on a eus et puis les défis qui sont devant nous. Dans l'entreprise, on utilise souvent l'exercice de l'image de l'ascenseur, hein, c'est dire vous êtes dans l'ascenseur avec le patron qui vous demande quel est votre sujet et on a 5 étages, alors 30 dans une grande tour, mais on n'est pas tous dans des grandes tours. Pour avoir 3 minutes, il faut vraiment que ce soit une très très grande tour là, quand même. Voilà, ouais. Mais pour le convaincre, et l'exercice de ma thèse en 180 secondes est vraiment du même type et vraiment très très utile. Vous l'auriez fait, vous, si le concours avait existé il y a 40 ans quand vous avez passé votre thèse? Je pense que j'aurais pas réussi et je suis admiratif, moi, qui est un petit peu de bouteille. Je suis admiratif vis-à-vis des jeunes et je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès par rapport à ma génération sur leur capacité à exprimer de manière synthétique. Donc je leur tire vraiment mon chapeau. Chêne Bailly, vous êtes journaliste scientifique au magazine Pour la Science. Vous vous occupez de la rubrique Actualité. Vous aussi, vous êtes en première ligne pour aller voir les chercheurs, pour les faire parler de leur sujet de thèse. Et parfois, ils sont moins clairs et moins concis que ce qu'on a là sur scène. Donc je disais, oui, ça dépend des chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont rodés, qui ont l'habitude, effectivement. Ils savent à quel public ils parlent, ils savent vulgariser, trouver les bons mots, pas être trop technique. Et puis il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de cet exercice. Et du coup, il faut leur dire, là, j'ai pas compris, comment on pourrait le dire différemment. Une des particularités de notre magazine aussi, c'est que les grands articles sont écrits par des chercheurs. Et certains, c'est la première fois qu'ils font cet exercice-là. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de discuter avec eux après la fin de l'article. Et souvent, ils sont ravis de l'exercice et ils sont aussi surpris parce qu'ils ont l'habitude d'écrire des articles de recherche pour présenter leurs résultats. Mais là, écrire un article pour du grand public, c'est très différent. On ne se pose pas les mêmes questions. C'est ce terme technique. Est-ce que le public le comprend? Est-ce qu'il faut le définir? Est-ce qu'il faut contourner?
Est-ce qu'un des écueils à éviter, c'est pas justement quand on a un chercheur qui doit s'adresser au grand public, il faut qu'il oublie ses pairs. C'est-à-dire que des fois, ils ont peur de comment ils vont être perçus par les gens de leur labo, les gens de leur domaine, les gens de leur discipline, et ils préfèrent garder leur réputation et l'exactitude de leurs propos plutôt que d'être perceptibles par le grand public. Est-ce que vous avez perçu ça parfois ? C'est très perceptible, surtout chez les jeunes chercheurs. Ouais. Parce qu'ils ont peur d'être effectivement jugés par leur père en disant « mais t'as raconté n'importe quoi ». Ceux qui ont plus de bouteilles, souvent, ils sont plus prêts à raconter n'importe quoi. Ça leur fait moins peur. Ils savent où sont les limites et qu'en fait, ils ne seront pas jugés pour un article de vulgarisation. Leurs pairs savent très bien que c'est un exercice à part. C'est très différent de ce qu'ils vont écrire dans un article de recherche. Dans ce que vous avez vu là, vous vous dites, il y a des idées de sujets, vous faites aussi un peu votre marché pour des prochains articles dans Pour la Science ? Alors j'avoue que là, ça va un peu vite pour faire le marché, mais après, je réfléchirai, mais effectivement, les sujets sont assez spectaculaires et je suis époustouflé par l'exercice. Ouais, il y a aussi ce qu'on appelle, quand on est journaliste, des bons clients, là, à aller chercher ensuite, à aller interviewer, parce qu'ils ils ont réfléchi justement à la façon de parler clairement pour le grand public. Et on va faire connaissance avec la 6e membre du jury, la plus jeune, Mélanie Sudola, élève de terminale au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Comment êtes-vous arrivé dans ce jury ? On est venu vous chercher, hein, vous n'avez pas cassé un carreau pour rentrer. C'est une proposition, un de vos professeurs vous a dit « il est possible de participer au jury de ma thèse en 180 secondes ». Vous n'avez pas hésité une seule seconde, Mélanie ? Non, je n'ai pas hésité du tout puisque je suis passionnée de tout ce qui est domaine de recherche et médical. Donc, Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. Donc, comme je le disais, j'étais très attirée par le domaine médical et de la recherche. Donc, dès qu'on m'a dit que c'était sur une thèse, donc tout ce qui concerne la recherche, j'ai vite attrapé l'occasion. D'accord. Vous imaginez faire de la recherche plus tard ou vous êtes là pour repérer, pour la culture générale ? C'est surtout pour justement repérer et découvrir une nouvelle expérience que je fais actuellement. D'accord. Vous savez ce que vous voulez faire plus tard ou pas du tout ? Oui, je souhaite faire radiologue ou encore médecin. Ça reste à voir. J'hésite encore avec le chirurgienne digestive, mais je vais quand même y penser encore. D'accord. Et quand vous les entendez, là, ces jeunes qui sont finalement à peine plus âgés que vous, un peu plus âgés que vous, mais pas tant que ça, vous arrivez à vous projeter, vous vous dites « je pourrais jamais faire un truc pareil » ou ça titille « tiens, pourquoi pas, j'y avais pas pensé », mais il y a des possibilités qui s'ouvrent, hein, le champ des possibles qui s'ouvre. Alors en effet, au début, j'étais dans l'incompréhension, c'est-à-dire que j'étais un peu perdue dans le sens où je ne me sentais pas capable. Mais après les diverses représentations des candidats, il se pourrait que j'ai une petite... Ça s'étudie, une petite hésitation. Il faudra réétudier le dossier. Bon, merci beaucoup Mélanie. On va repartir pour 3 présentations, les 3 dernières, et puis ensuite notre jury devra délibérer. Ils auront une demi-heure, hein, pas plus, pour se mettre d'accord sur ce qu'ils ont entendu et les personnes à récompenser. 8e candidate que je vous demande d'accueillir, c'est Marie Cigalon. Bonjour Marie, vous êtes de l'école polytechnique, laboratoire des solides irradiés. Titre de votre thèse, optimisation de la production d'électricité du polymère piézoélectrique PVDF soumis à des déformations. Exactement. Est-ce que vous êtes prête, Marie ? Oui. Alors vous lancez le chronomètre quand vous voulez. Tennis Club de Palaiseau. Le 4 novembre 2023. Out! Je perds mon match de tennis sur une faute? Vous y croyez, vous? Toi, là-bas derrière, on est d'accord, tu n'as rien vu? Ah, bien évidemment, on n'est pas à Roland-Garros. Donc pas de vérification possible, car pas de capteur utilisé. En 2024, j'irai installer du PVDF sur les lignes de marquage. Ma balle l'aurait touché. Et en se déformant, il aurait généré un signal électrique.
C'est un super capteur de déformation, ce polyfluorure de vinylidène. Oui, c'est le matériau qui illumine mes jours de thésarde et hante mes nuits. En même temps, il est super puissant, ce polymère piézoélectrique, car il convertit de l'énergie mécanique en électricité. Et ça nous intéresse, nous tous, l'électricité, surtout si elle est à moindre coût. Alors écoutez bien, que diriez-vous de rendre votre chez-vous autonome en production d'énergie? Imaginez ce PVDF inséré dans vos planchers. Vous pourriez générer de l'électricité rien qu'en vous déplaçant chez vous. Et puis surtout, n'hésitez plus à faire votre gym. Hein. Je crois que vous l'avez compris, je travaille sur le PVDF, sous la forme d'un film plastique qui a l'épaisseur d'un cheveu. C'est le matériau piézoélectrique le plus flexible et robuste. Aujourd'hui, il est capable d'alimenter un pacemaker, ce qui répond difficilement aux besoins énergétiques de chez vous. Mais on peut améliorer ses performances. J'ai obtenu 30% d'électricité en plus. Alors comment? La piste exploitée au cours de ma thèse, c'est la création d'un matériau composite à partir du PVDF, c'est-à-dire le mélanger avec un matériau différent. Pour cela, direction la Normandie, au grand accélérateur de particules. C'est un appareil colossal qui fonctionne nuit et jour. Là-bas, je bombarde la cible, le film de PVDF, avec des ions qui y laissent des marques d'impact. De retour au laboratoire, ici même, je me sers de ces impacts pour creuser des trous 100 fois moins grands que l'épaisseur de votre cheveu. Et j'incorpore ensuite dans ces trous d'autres matériaux nanoscopiques. Tout cela est invisible à l'œil nu, et le microscope électronique est mon œil de lynx. Je mesure ensuite rigoureusement la puissance électrique produite. Je vérifie que la théorie est validée par les expérimentations. Tout cela dans le but, à terme, de pouvoir prédire les propriétés de n'importe quel matériau à base de PVDF et d'identifier le plus efficace. Et lorsque vous l'utiliserez, ce matériau, vous aurez le droit de dire « Nous sommes bien à Versailles ici ». Retournons au tennis club de Palaiseau. Eh mais il y a faute là! Mais en fait, si le PVDF il était inséré sur tout le cours, on pourrait générer de l'électricité en continu pendant un match. Alors, ça vous dit de marcher sur du PVDF dans les années à venir? Merci à vous. Et nous allons maintenant accueillir Jérôme Kowalski. Vous êtes de l'école polytechnique à l'INRIA. Titre de votre thèse, Jérôme, modèle de transport vasculaire et de pharmacocinétique du corps entier, application à l'imagerie et en particulier du foie. Est-ce que vous êtes prêt, Jérôme? Oui. Alors vous lancez le chronomètre quand vous voulez. Imaginez-vous en 2054, chez vous, quand soudain vous ressentez une légère douleur dans le haut du ventre. Vous vous munissez rapidement de la gélule et de l'application mobile que votre médecin vous a prescrite. Vous avalez la gélule et lancez l'enregistrement vidéo sur l'application. L'application détecte le médicament et mesure sa vitesse d'écoulement dans le sang jusqu'à votre foie. Quelques minutes plus tard, vous recevez votre diagnostic en notification. Votre cirrhose du foie n'a pas évolué depuis la dernière fois. Bon, évidemment, nous ne sommes pas en 2054. Et je vous le souhaite, votre foie se porte bien. Mais pourtant, cette méthode de diagnostic pourrait bel et bien voir le jour d'ici 30 ans. Plus besoin de prise de sang à répétition, de longs séjours à l'hôpital durant lequel un chirurgien vous trifouille les entrailles. En améliorant l'interprétation de l'imagerie médicale vidéo, mon travail de thèse permettra de vous diagnostiquer de l'intérieur sans envahir votre fort intérieur. Alors évidemment, ce n'est pas chemin facile. En premier lieu, j'ai dû travailler avec des médecins. Alors, vous connaissez certainement leur talent de calligraphie. Nous sommes rapidement passés du stylo à l'ordinateur. Les médecins m'ont appris que si l'on mettait bout à bout tous les vaisseaux sanguins d'un être humain, cela mesure 100 000 kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, cela correspond à 5 allers-retours Paris-Tokyo. Pour rentrer tout ça dans un ordinateur, il faut le simplifier. Laissez-moi vous raconter une anecdote. L'été dernier, lorsque je parlais de ma thèse à un ami, il m'a tout de suite dit « Mais enfin, Jérôme,
Pourquoi tu t'obstines à simplifier le corps humain? S'il est si complexe, c'est qu'il y a bien une raison, non? Bon, vous vous en doutez, je n'ai pas su répondre sur le moment, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir et j'ai trouvé la réponse. Alors Thibaut, écoute bien. Si tu voulais représenter dans un ordinateur tous les vaisseaux sanguins d'un être humain, avec une précision de 1 mm et sur une durée de seulement 10 minutes, il te faudrait déjà 6 superordinateurs de la NASA. Tu t'imagines, toi, chez le médecin, avec tes 6 superordinateurs sous le bras? Donc en première année de ma thèse, j'ai créé des modèles réduits et informatisés de la circulation sanguine. Grâce à eux, j'ai déjà inoculé à des patients virtuels des produits chimiques pour reproduire le parcours du médicament dans votre sang lorsque vous avalez votre gélule en 2054. Cette année, je m'attache à superposer mes calculs sur la vidéo pour que bientôt, mon logiciel indique à votre médecin si le sang circule correctement dans votre corps, grâce à la vidéo. Alors pour votre santé en 2054, ne vous faites pas de bile. Et puis si jamais vous le faites, on aura sûrement une application pour ça aussi. Merci Jérôme. Nous allons pouvoir accueillir le dernier candidat, Aubin Parmentier. Bonsoir Aubin, de l'École Polytechnique, Institut photovoltaïque d'Île-de-France, intitulé de votre thèse « Encapsulation de cellules solaires par la méthode de dépôt de couches minces ALD, Atomic Layer Deposition ». Est-ce que vous êtes prêt, Aubin? Oui. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Se laissant emporter au désir de s'approcher du ciel, le jeune Icare ne se vit côtoyer de trop près l'astre soleil qui lui brûla les ailes et le fit sombrer au plus profond des abysses éternels. À la manière d'Ovide dans ses Métamorphoses, laissez-moi aujourd'hui vous raconter la fantastique histoire, non pas d'un seul homme, mais d'une multitude, œuvrant à la fortification de leurs antiques ailes de cire dans le but, non pas des moindres, de dompter le soleil. Notre histoire commence il y a fort longtemps, en un temps où, croyez-le ou non, l'homme donna lui-même naissance à son plus grand ennemi, le changement climatique. Après de nombreuses années passées à nourrir cette bête maléfique et à en subir le courroux, l'homme, affligé de sa naïveté, prit son courage à deux mains et se mit en quête de vaincre la bête. Pour l'accompagner dans cette folle aventure, il fit appel à ses plus loyaux et fidèles amis, les scientifiques. Les scientifiques proposèrent alors à l'homme de fabriquer des armes pour combattre le changement climatique, dont une en particulier, les panneaux solaires photovoltaïques. Ainsi naquit de leur forge une première lame émoussée, que vous connaissez sans doute, les panneaux solaires au silicium, une arme utile pour blesser la bête, mais bien trop peu performante pour la tuer. Nos compagnons d'aventure n'eurent donc le choix que de mettre au point de nouveaux matériaux plus performants. Parmi eux, les cristaux perovskites, rugissants comme la tonnerre et puissants comme la foudre, mais malheureusement éphémères comme l'éclair. L'enjeu est en effet d'augmenter la durée de vie de ces matériaux. Ils sont par exemple extrêmement sensibles à l'humidité ambiante qui pénètre au sein des cristaux et les dégrade. C'est ici que ma thèse intervient. Afin d'empêcher l'humidité d'altérer les cellules solaires, je les encapsule. C'est-à-dire que je les recouvre de matériaux protecteurs qui les isolent de l'environnement extérieur. Ces couches protectrices doivent donc, elles, être résistantes à l'eau, être transparentes pour permettre aux rayons du soleil d'atteindre les cellules solaires et être flexibles pour encaisser les contraintes mécaniques que les panneaux solaires peuvent subir. La méthode que j'utilise dans ma thèse me permet de déposer des couches faites à partir d'une grande quantité de matériaux, et ce, pour des épaisseurs 100 000 fois plus fines que l'épaisseur d'une feuille de papier. Alors, dans les faits, je me munis de deux outils, la programmation numérique d'un côté, pour prévoir quels seront les matériaux les plus résistants à l'humidité, et la chimie des matériaux de l'autre, pour confectionner concrètement et perfectionner mes boucliers pour cellules solaires. Ainsi, pas à pas, bercés au rythme de leurs efforts conjoints et mus par la volonté de s'édifier des ailes d'une ineffable vigueur, l'homme et les scientifiques progressent et entrevoient un peu plus chaque jour leur victoire sur l'oppressant joug du changement climatique.
Merci, Aubin. Et bravo, parce que ça ne doit pas être facile de passer le dernier après tout le monde, d'avoir attendu cette place-là. Ils sont tirés au sort pour savoir dans quel ordre ils doivent passer. Alors, eh bien maintenant, à nous de jouer. Alors, le jury, je vous invite déjà, vous pouvez aller dans votre... Vous allez avoir 30 minutes pour vous décider. Vous pouvez déjà aller regagner votre salle pour ne pas perdre de temps, votre salle de délibération. Et puis, vous, dans le public, il va falloir voter. Alors, on vous a donné un petit carnet pour vous aider à mettre en ordre vos idées, en tenant compte des critères. Vous avez aussi sur le carnet et derrière moi la procédure à suivre pour pouvoir voter. C'est très simple, vous scannez le QR code, soit sur le carnet, soit sur l'écran qui est derrière moi. Vous sélectionnez Finale, ma thèse en 180 secondes. Et puis, vous cliquez sur Participer et puis vous entrez le mot de passe MT180. Alors, à partir de maintenant, vous avez 30 minutes pour vous décider. Peut-être n'attendez pas la dernière seconde pour cliquer, mais vous avez un peu de temps pour mettre au clair vos idées. Et puis on se retrouve ensemble ici dans une trentaine de minutes pour le dénouement de la soirée avec votre verdict et celui du jury. À tout à l'heure. Le jury. Vous pouvez monter sur scène, ne me laissez pas seul, montez donc. Et prenez les micros qui sont sur la petite table. Oh là là, vous vous mettez bien au fond, vous pouvez vous avancer un petit peu quand même, ne soyez pas timide. Kees van der Beek, notre cher président, comment ça s'est passé, ces délibérations? Déjà, il y a une chose sur laquelle on était tous d'accord, c'est qu'on était éblouis devant la qualité des présentations, donc le travail qui a été fait et qui a été absolument payant. Donc, du coup, c'était une tâche extrêmement difficile où il fallait quand même atterrir contraint par le temps. Mais je pense que dans notre décision finale, on était bien d'accord sur ceux et celles qui se détachaient en bout d'exercice, oui. Bon, alors, on va commencer par le prix que vous n'avez pas décerné, qui est le prix du public. Et c'est donc Mélanie Sudola qui va... Alors, je rappelle que vous êtes élève de terminale au lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et je vous laisse le soin d'annoncer le nom du candidat que vous avez choisi avec vos votes dans le public. Le prix du public est destiné à Élie Kadosh. Élie Kadosh. Mettez-vous au centre. Vous pouvez même vous avancer un petit peu, Élie. On va vous tendre un micro. Voilà, un micro. Quelques mots, s'il vous plaît, Élie. Merci beaucoup. C'est vraiment rare ces occasions. On a la chance un peu de partager ce monde de la thèse avec vous, donc la famille, les amis. Donc c'est vraiment un grand plaisir. On a pris beaucoup de plaisir à répéter, à travailler ensemble. Et merci beaucoup, parce que l'aventure continue. Alors oui, l'aventure continue, parce que maintenant, il y a la demi-finale, puis peut-être la finale nationale, puis peut-être la finale internationale. On va prendre quelques photos officielles pour immortaliser ce moment, avec le jury bien encadré, donc ce premier lauréat. La photo. Voilà, Élie, je vous laisse regagner les coulisses avec votre prix du public. Et nous allons à présent découvrir le troisième prix du jury qui va être remis par Sean Bailly, journaliste Pour la Science. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez une surprise à annoncer pour les finalistes avant d'annoncer ce prix. Oui, tout à fait. Le magazine Pour la Science offre un an d'abonnement numérique à tous les participants de ce soir.
Et à tous les membres du jury aussi également. Et tous les membres du public ou pas? Non, il faudra en discuter. Ça, c'est à négocier. Vous nous rappelez la ligne éditoriale de Pour la Science? Pardon? Vous nous rappelez la ligne éditoriale de Pour la Science? Alors, la ligne éditoriale de Pour la Science, c'est j'ai oublié. C'est la science par ceux qui la font. Donc, c'est des articles écrits par les chercheurs, principalement. Très bien. Allez, on va pouvoir découvrir, grâce à vous et grâce au papier que vous avez dans les mains, le nom. Donc, c'est le 3e prix du jury que vous nous annoncez. Alors, le 3e prix du jury est décerné à Jérôme Kowalski. Jérôme Kowalski! Venez donc nous rejoindre. Mettez-vous au centre, Jérôme. On vous remet votre prix et on vous donne aussi le micro pour que vous nous disiez quelques mots. Bonsoir. Eh bien, merci au jury. Merci à vous. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Bonne soirée. D'accord. Bon, on vous a appris à faire tellement court que maintenant vous êtes vraiment très très efficace dans le domaine. Eh bien, écoutez, photos et applaudissements pour fêter. Photo officielle. Voilà, je vous laisse regagner les coulisses et nous allons découvrir le 2e prix. C'est Étienne Brière qui va le remettre, ce 2e prix. Donc on décerne le 2e prix du jury à Marie Ségalion. Marie Ségalion! Très bien, oui, mettez-vous au centre et on va vous donner un micro. Voilà, le micro, pour que vous nous disiez quelques mots. Marie. Merci beaucoup au jury, je suis très contente. C'est vrai que c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé travailler et effectuer devant vous ce soir. Donc voilà, je suis très contente et ça a été 1 mois et demi de travail intensif pour produire ces 3 minutes. Donc ravie, merci beaucoup au jury. Ces 3 mois, c'est vrai qu'on l'a peu dit, mais comment vous êtes coaché? Comment ça se passe pendant ces 3 mois de préparation? Alors, on a eu une première formation autour, donc c'était une journée, autour de l'écriture du texte fin janvier. Ensuite, une semaine après, on a eu une journée de formation sur la prise de parole, donc justement pour interpréter au meilleur nos textes. Ensuite, il y a eu les présélections. Et on a eu 2 fois 1h30 de coaching individuel par la suite et pour arriver ici aujourd'hui. Et tout ça en 1 mois et demi, du coup. Ouais. Et l'ambiance entre vous 10, il se crée quelque chose à force de travailler ensemble? Il y a une vraie solidarité, hein. Vous n'êtes pas que des concurrents, vous êtes aussi une vraie équipe en fait. C'est génial parce que ça nous a vraiment permis de rencontrer de belles personnes. Parce que c'est vrai que les doctorants de différents labos, on ne se croise pas forcément tous les jours. Et donc oui, là, on est tous une équipe soudée et on est très contents de tout ce qu'on a fait. Et on s'est vraiment très soutenus pendant cette expérience, donc c'est génial. Merci à vous et bravo. Merci. Bravo Marie. Nous allons découvrir le ou la vainqueuse ou vaincrice, enfin la personne qui a gagné, que vous avez désignée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en plus, je crois qu'il y a une petite mise en scène qui est prévue, Élodie Chabrol. Hein. Ouais, j'aime bien garder un peu le suspense, donc je vous propose, si ça vous dit, de faire du roulement de tambour avec vos pieds. Allez, voilà. Le premier prix du jury est décerné à Élie Kadosh. Élie Kadosh. Eh bien, c'est le grand chelem, Élie. Vous pouvez vous mettre au centre. Prix du jury, prix du public. Cette nouvelle fait que le 2e prix ira avec vous en demi-finale, puisque vous avez pris les deux premières places à vous tout seul. Et vous avez le droit de nouveau de prendre la parole. Merci beaucoup. C'était vraiment pas nécessaire, du coup. Du coup, merci beaucoup à IP Paris, en particulier à nos 2 formatrices, Valérie et Patricia. C'était formidable. Les sessions de coaching, il y a beaucoup de travail de la part de tout le monde. Et c'était vraiment formidable. Merci à Élise pour avoir tout organisé. Merci au jury. Ravi, 2 fois plus maintenant.
Et merci à vous tous. Quelques mots, Élie, aussi, sur ce que vous gardez comme souvenir de cette aventure. On en discutait à l'instant, mais pour vous, vous vous attendiez à ce que ce soit aussi fort, aussi intense, à apprendre autant de choses en vous lançant dans cette aventure de ma thèse en 180 secondes? Pas vraiment. Je pensais que ça allait être une expérience assez solitaire. Et finalement, la meilleure expérience, c'est le groupe qu'on a créé. Parce qu'il y a eu une ambiance, les répétitions, le travail ensemble. Ça a été formidable. Et le fait de pouvoir échanger sur des sujets différents, des domaines différents, des personnalités différentes, c'est formidable. Bon, eh ben c'est formidable. On va inviter tous les autres candidats. Oui. J'ai un cadeau pour les 3 premiers. Alors, un cadeau pour les 3 premiers. Alors, on va faire revenir les 3 premiers sur scène pour que vous leur donniez les cadeaux. Et puis, les autres candidats viendront. M'entendent-ils encore, les candidats? Ils sont en train de fêter tout ça. Ils ne sont plus là pour nous. Venez donc avec vos prix. Alors, Élodie. Oui. Le prix. Alors moi, je voulais dire aux 3 prix du jury que je vous offrais un épisode de mon podcast qui s'appelle Sous la blouse, où vous allez me raconter un peu votre vie. Voilà. Votre parcours, etc., etc. Bon, une réaction. Vous savez, vous êtes des stars, quoi. Hein. Un exemple de questions que tu vas leur poser, Élodie. De quoi, pardon? Un exemple de questions que tu vas leur poser. En fait, généralement, je demande de vulgariser les recherches en quelques minutes, donc ça, vous êtes prêts, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et puis après, on parle du parcours, des choses que vous faites un peu en dehors du labo, parce que l'idée, c'est de montrer le côté humain des chercheurs et des chercheuses. Bon, a priori, ils sont très humains, ça devrait bien se passer. Allez, cette fois-ci, envahissez la scène, tous les candidats sur scène. On va vous remettre à chacun les cadeaux souvenirs et puis on va prendre la photo officielle. Avancez un peu peut-être. Avec les cadeaux pour chaque candidat. Là, cette fois-ci, ça n'est pas uniquement les premiers prix, mais tout le monde qui reçoit son cadeau. Et puis, on va pouvoir faire la photo de groupe avec nos 10 premiers candidats de cette finale régionale de ma thèse en 180 secondes. La première de l'Institut Polytechnique de Paris, et il y en aura évidemment bien d'autres. Voilà, on vous le dit, on vous le crie du fond du cœur. Et restez avec nous sur scène, puisque nous allons maintenant entendre les organisateurs. J'invite à me rejoindre sur scène Adriana Tapus, qui est directrice de l'école doctorale IP Paris, et François Roueff, directeur adjoint de l'école doctorale de mathématiques. Bienvenue, on va vous donner un micro. Alors, où sont les micros? Veuillez donner un micro à nos nouveaux invités. Voilà. Bon, alors ce concours pour l'Institut Polytechnique de Paris, Adriana Tapus, c'est le premier, je le disais. Qu'est-ce qui vous a conduit? Vous pouvez vous mettre au centre pour cette... Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui, on a, avec cette organisation, à la première édition de ma thèse en 180 secondes, qu'on a organisée à IP Paris. Donc, on a déjà, l'IP Paris a pris l'engagement de promouvoir la recherche et l'innovation. Et nous croyons vraiment que la communication scientifique est une pierre angulaire de cette mission. Et aujourd'hui, on peut dire, en clôturant ce concours, ma thèse en 180 secondes, nous célébrons bien plus que des présentations académiques et scientifiques qu'on a vues. On célèbre également l'engagement envers la communication scientifique, l'innovation et l'avenir de la recherche. Et je pense que ce concours a permis à nos doctorants de développer des compétences essentielles en communication, et je pense qu'ils ont fait la preuve aujourd'hui, et aussi de partager leur passion pour la science avec le monde, donc avec vous tous. Et aujourd'hui, je pense que cet événement, je veux remercier à tout le monde, à tous les participants. Donc, comme ça a été dit, il y a eu 21 participants, on a présélectionné 10, et il y a 2-3 prix aujourd'hui qui ont été décernés. Mais aussi, on voudrait remercier aux organisateurs,
à la Graduate School. Donc, je voudrais remercier Nathalie Bourdieu, donc la directrice administrative de la Graduate School, Florence Besnard, donc la responsable du pôle doctorat, à Isabelle Michel, qui s'est occupée, et la responsable des formations, donc la Graduate School, aussi à Élise Palu, donc qui est la responsable de la communication scientifique, et à toute l'équipe. Parce que, bien évidemment, sans eux, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et bien évidemment, je voudrais remercier le public. Vous avez été excellents et vous avez bien choisi, je pense. Je voudrais également adresser mes félicitations encore une fois à tous les candidats et aussi aux 3 premiers prix et aux 2 candidats qui vont avoir l'honneur de nous représenter aussi aux étapes suivantes. Et j'espère que vous allez gagner et avoir le prix national pour l'IP Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, on a écrit un chapitre, vraiment, je le pense, important donc, dans l'histoire de l'IP Paris et aussi dans la promotion de la recherche scientifique. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. François Roueff, nous vous écoutons. Vous pouvez remettre le micro à François Roueff. Nous vous écoutons. Je crois qu'Adriana a tout dit. Merci surtout aux candidats qui ont vraiment rendu service à la science, à IP Paris et à eux-mêmes. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Bon, très bien. Merci à vous. Et je tenais aussi à vous remercier. C'est vrai que vous avez été un public attentif, enthousiaste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Pensez, vous pouvez avec le QR code donner votre avis et peut-être des pistes d'amélioration pour c'était la première édition. Il y en aura bien d'autres et certainement une l'année prochaine où vous serez présents, on l'espère. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette première édition en allant sur le QR code. Allez, j'invite toutes les parties prenantes, candidats, jurys, animateurs, école doctorale et puis la Graduate School aussi qui a été mentionnée, à venir sur scène pour la dernière photo souvenir de cette première édition de la finale régionale de l'Institut Polytechnique de Paris. Venez donc sur scène, ne soyez pas timides, vous pouvez les applaudir. Ils ont participé à faire de cet événement un succès. Une excellente soirée. Merci d'être restés avec nous ce soir.